que l'information n'est pas à l'extérieur. L'information, elle est à l'intérieur de soi. Et il faut aller la chercher par soi-même. Si on attend qu'on nous la donne, malheureusement, on se détache de notre capacité à évoluer et à créer des choses. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens influencés par les médias, par les réseaux sociaux, par tout ça, et qui se prêtent un jugement, qui créent un jugement, qui pensent avoir raison. Mais en fait, c'est une création du système dans lequel ils vivent, mais ça ne leur appartient pas. Et si vraiment on veut être en adéquation avec ça, il faut aller plutôt chercher à l'intérieur ses capacités intuitives. Et c'est ces capacités intuitives qui vont vraiment nous amener vers le juste. Après, faire le tri entre le mental et l'intuition, c'est toujours quelque chose d'assez fort. Mais généralement, l'intuition arrive toujours en premier. C'est le premier truc qui nous arrive dans la tête. Et là, on est plutôt dans le juste et on est moins dans la mentalisation. Donc, couper le mental, développer son intuition, sa pleine conscience et découvrir qui nous sommes à l'intérieur plutôt que d'essayer de chercher à comprendre les autres. Plonger à 113 mètres de profondeur et tout ça en apnée, c'est tout simplement le record incroyable de Stéphane Toureau, apnéiste français vice-champion du monde que j'ai eu la chance d'interviewer pour cet épisode de ma série À la force du mental. Dans cette interview, vous allez découvrir comment Stéphane Toureau, qui au départ n'avait pas beaucoup de confiance en lui, comment il a su réussir à retrouver de la confiance en lui grâce à la plongée, mais aussi grâce à un travail de méditation, de yoga, comment la méditation l'a aidé justement à être heureux aujourd'hui et à faire de l'apnée son métier, mais aussi de se sentir épanoui et d'avoir confiance en lui. Donc j'espère que cette interview va vous plaire, que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé la vidéo, de partager, de commenter, etc. J'espère que vous allez kiffer tout ça et je vous laisse découvrir cette interview. Je suis apnéiste, vice-champion du monde d'apnée en 2016. Je vis et je m'entraîne au bord des lacs, donc en Haute-Savoie. Donc là, je vis à Annecy. Je suis né à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman. Et j'ai découvert l'apnée à l'âge de 10 ans et ça fait réellement 12 ans que je fais de la compétition. Et donc, Voilà. tu vis de Et, l'apnée. on va dire, voilà, et je vis de l'apnée. J'ai réussi à financer ma carrière sportive pour arriver à vivre de l'apnée. Ce qui au final, c'est la plus grosse performance. Au final, c'est pas de plonger à 110 mètres, c'est d'avoir réussi à pouvoir en vivre. Et Ouais. à quel âge tu as commencé, je ne sais pas si ce métier existait déjà, mais à quel âge tu as commencé à vouloir être réellement professionnel dans ce domaine-là? Je dirais à peu près. C'est venu progressif. J'avais ça dans un coin de tête, mais en même temps, je trouvais ça tellement presque irréalisable parce que j'avais pas forcément cette confiance-là en moi en me disant que tout était possible. Donc, et c'est au fil des années, au fait d'avoir gravi les échelons, je dirais qu'à partir de 2011, j'avais déjà cette idée en tête. Et donc, à partir de 24 ans, déjà, ça a commencé à confirmer mon rêve. Et progressivement, il m'a fallu derrière 6 ans, ouais. Ouais, il m'a fallu 6 ans derrière pour arriver à concrétiser. Donc, on va dire 6 ans de travail sur moi, sur mon environnement pro pour arriver à ça. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs disciplines dans l'apnée. Est-ce que tu serais un peu les expliquer en quelques mots ou parler plus de ta discipline de prédilection? Ouais, il y a deux secteurs qui se distinguent en piscine. En apnée, tu as la piscine et la profondeur. Donc, tu as les apnées horizontales, hein, que l'on parcourt un nombre de distances en piscine. Et après, tu as le vertical, où là, on descend en profondeur, plutôt en milieu naturel, euh, pour atteindre les profondeurs. Après, il y a une discipline qui se distingue dans le milieu indoor, hein, du milieu de la piscine, c'est l'apnée statique, où là, tu ne bouges pas et c'est vraiment que le temps qui compte. Donc moi, dans la profondeur, il y a plusieurs disciplines, hein, comme en piscine également, on distingue la bipalme, donc descendre avec les deux palmes et remonter. Il y a la monopalme, on descend en monopalme, c'est une grande palme qui prend les deux pieds. Après, il y a l'immersion libre, on se traque le long de la ligne avec les bras. Et ensuite, il y a la brasse, où là, on descend carrément bras et jambes et pas de palme. Donc, on va dire que les deux disciplines sur lesquelles je me suis spécialisé, là, c'est poids constant et maintenant, depuis cette année,
le 100 palmes. Ok. Et j'aimerais savoir, c'est quoi que tu aimes le plus dans l'apnée? La mer, de pouvoir approcher les nouvelles profondeurs et explorer des nouvelles profondeurs par ses propres moyens. C'est la finalité de l'entraînement qui est toute l'année et de pouvoir le concrétiser, c'est un cadeau, quoi. Pouvoir faire ça avec ses poumons tout seul en autonomie, de pouvoir avoir cette liberté d'évoluer dans les profondeurs, c'est un rêve de gosse parce que les mammifères le font et pourquoi pas nous en tant qu'humains, quoi. Voilà. Et tu dirais que c'est quoi justement l'inverse le plus dur dans l'apnée? L'entraînement physique. Plus piscine. L'entraînement piscine, c'est le plus dur. Quel Parce que type la piscine, elle d'entraînement? demande énormément de mental. L'envie de respirer est beaucoup plus forte en piscine qu'en profondeur. Et c'est des séances je sais, qui me font progresser, qui me font évoluer sur mes temps d'apnée. Pas forcément sur les adaptations en profondeur, parce que ça, c'est vraiment des adaptations autres, spécifiques. En tout cas, la piscine est un socle important et parfois, il est un peu dur. Mais on sait pourquoi on le fait. Ouais. Et c'est quoi ton record du coup en descente verticale? Alors, en descente à la monopalme, je suis descendu à 113 mètres en entraînement il y a 2 ans. L'année dernière, j'étais resté sur France principalement avec les championnats du monde à Nice. Et puis, j'avais 2-3 questionnements sur ma préparation et mon entraînement, 2-3 remises en question qui fait que je ne suis pas allé chercher plus. Par contre, je me suis découvert une discipline l'année dernière à la brasse, en 100 palmes. Donc, en 100 palmes, je suis descendu à 74-75 mètres, mais sans expérience, en 2 semaines de préparation. Du coup, je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Et du coup, depuis cet hiver, je bosse beaucoup la technique et j'ai vraiment, vraiment progressé. Donc, j'ai hâte de voir ça ces 2 prochains mois. Ouais. Ah bah ouais. Et je me demande, enfin, comment on fait pour descendre aussi bas au niveau de la respiration, au niveau de même sur physiquement, la pression de l'eau dans les oreilles et tout ça. Enfin, comment tu fais? Alors, il y a plusieurs choses. La pression de l'eau sur les oreilles, c'est assez simple, hein. C'est comme en plongée bouteille, où on te demande de pincer ton nez et d'envoyer de l'air comme si tu te mouchais, mais tout Mhm. doucement, pour envoyer de l'air aux oreilles. Donc, en fait, tu égalises tes tympans. Mhm. Ça, c'est une manipulation que n'importe qui peut faire. Il y en a qui le font en montagne parce qu'ils sont assez sensibles. Donc ça, c'est pas très compliqué, on va dire, dans la base. Après, ce qui est plus compliqué, c'est plutôt de gérer le volume d'air. Parce qu'à un moment donné, à une grande profondeur, il faut arriver à gérer suffisamment de volume d'air dans les joues pour compenser les oreilles. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait à plus haut niveau. Euh, Après, tout ce qui est assouplissement, tolérance à la pression, ça se travaille, on va dire, toute l'année avec des exercices d'assouplissement, beaucoup de stretching de cage thoracique. On travaille sur le diaphragme. On va dire que là, on fait un petit peu un lien vers le yoga. Tu vois. Mhm. Le yoga commence à rentrer dans l'apnée au moment où on a besoin de souplesse, de relâchement, tout en arrivant à gérer la respiration et les volumes. Donc, ouais, il y a beaucoup des exercices qui permettent d'assouplir tout ça, ouais, pour accepter ces profondeurs. Et bien sûr, c'est 80% du travail, c'est la pratique. Ouais. C'est répéter les plongées, s'acclimater pour que les poumons puissent s'adapter, Mhm. le système sanguin puisse s'adapter, le cerveau, tout, quoi. Et ça dure combien de temps, par exemple, quand tu descends à plus de 100 mètres, l'aller-retour, c'est environ combien de temps? L'aller-retour, il est à plus de 3 minutes. 3 minutes et quelques. Je commence à ralentir sur mes temps de plongée. Donc, en fait, on se retrouve sur des temps de plongée qui vont jusqu'à 3 minutes 10 à peu près. En nage, hein, bien sûr, c'est pas en Ouais, statique. ouais, c'est ça, Ah, justement. bon, c'est encore plus gros. Mais ouais, ça donne à peu près ces proportions-là. Après, on est tous différents, on n'a pas les mêmes vitesses. J'étais très rapide avant. Et depuis que j'ai ralenti mon métabolisme, j'ai réussi à ralentir un peu. Pulsations, quand tu descends, elles descendent à combien? J'ai pas contrôlé, je t'avoue que j'ai pas eu le matériel pour le checker. Par contre, ça descend très vite en bas parce qu'en fait, il y a la pression qui s'exerce sur nos poumons. Mhm. Donc, tout le volume sanguin que tu as dans tes jambes et dans tes bras, en fait, il a tendance à venir vers les organes nobles, hein. C'est un réflexe physiologique qu'on a tous. Et du coup, forcément, comme il y a plus de pression de sang au niveau du cœur, le cœur ralentit, il bradycardise.
comme dans le froid en fait. Quand tu es dans le froid, le cœur il ralentit. C'est le même procédé en grande profondeur, sauf que c'est beaucoup plus important. Ouais. Te dire la pulsation en bas, je sais pas. En plus, comme je nage, c'est un peu biaisé. Ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est de tester ça, par exemple, en gueuse, de pouvoir descendre avec une gueuse et descendre sans mouvement, sans faire d'effort en bas. Là, on pourrait voir des cœurs qui vraiment descendent très très bas. Je crois qu'il y a eu des données avec Loïc Leferme à l'époque, qui, je saurais plus donner les pulses, mais c'était ouf. Ouais. Et au repos. Ah si, il y a une fois, j'ai pu ressentir ça sur une plongée à 90 mètres, où je descendais en variable avec un poids. Et du coup, j'avais pas d'effort à la descente, donc j'ai pu rester au fond. Et j'avais fait 1 minute 30 à 90 mètres de fond. Et à ces profondeurs-là, j'entendais mon cœur. Et le cœur, il faisait pouf, pouf. Ça doit être ouf. Ouais, c'était assez dingue. C'était assez dingue, j'avoue. On le ressentait à travers la combinaison. Il y en a qui font des apnées en surface et toi, tu les fais à 90 mètres. Normal. Mais du coup. Après, c'est mon métier. Je fais ça tout le temps. Je fais que ça. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'au repos, tu connais ta fréquence cardiaque? Alors ouais, au repos, je me suis testé vraiment quand je suis dans les périodes de break, je peux descendre jusqu'à 49. Ah ouais, c'est pas vraiment fort, je peux descendre en dessous de 50. Ouais, ok. Voilà. Après, j'ai pas le rythme cardiaque d'un Martin Fourcade, hein, c'est clair. Hein. Ouais. Les apnéistes, c'est pas là où on est le plus fort. Parce que l'apnée, elle inclut tout. Elle incorpore les poumons, le système vasculaire pulmonaire, le système vasculaire cérébral aussi, puisque tous nos vaisseaux sanguins se développent pour acheminer plus d'oxygène, plus de sang. Tout ça, c'est des phénomènes qu'on développe avec l'entraînement régulier. Donc, ce n'est pas forcément le cœur qui va faire ton apnée. C'est la rate qui va lâcher des globules rouges, c'est tes poumons, c'est ton cerveau, c'est à la fois aussi ton cœur, évidemment. Et puis aussi l'efficience de tes muscles. Est-ce que tes muscles, tu les as entraînés pour qu'ils soient économiques à l'effort? C'est tout ça réuni, ouais. Et mentalement, quand tu descends, comment tu fais? Comment tu gères ça? Alors ça, pour moi, ça a été le plus difficile à travailler. Parce que je suis quelqu'un qui a très peu confiance en moi à la base. J'ai tétanisé sur mes premières compétitions à tel point que j'en tremblais avant de partir. J'avais foiré pratiquement toutes mes perfs. J'étais un gros stressé, un gros anxieux, parce que j'étais tout le temps dans mes pensées. J'étais rarement dans l'instant présent. Ce qui fait que je générais tout seul des stress et des peurs. Donc en fait, la peur, le stress, tout ça, c'est lié à une projection de notre esprit dans le futur. Parce qu'on pense, à partir du moment où on pense, on se projette. Ouais. Donc l'objectif est de diminuer le flot de pensée, de couper le mental pour être dans l'instant présent. Donc pareil, ça c'est un entraînement et c'est un entraînement que j'ai mis beaucoup de temps à réellement mettre en place. Une espèce de procrastination intérieure, peut-être une complaisance, le fait d'être tout le temps dans les pensées, au final c'est un moyen de fuite, de ne pas vivre l'instant et peut-être une solution de facilité, mais elle ne m'a pas beaucoup apporté. Et ce qui m'a apporté par contre, c'est le travail de la méditation, les exercices de concentration, les sports outdoor qui t'obligent à rester concentré. Par exemple, quand tu cours en montagne, quand tu descends, tu es obligé d'être ultra concentré de là où tu mets les pieds. Mais de tout ça, de tous les exercices, ça reste quand même la méditation pleine conscience qui m'a le plus fait évoluer, puisque c'est un exercice qui consiste en étant statique et sans bouger à maintenir sa concentration sur un des sens ou plusieurs sens, la vue, le toucher ou le son, et de maintenir sa concentration sur ça. Et c'est ça qui m'a permis de me recentrer dans l'instant présent, diminuer mes peurs, augmenter en fait mes capacités émotionnelles à pouvoir plonger à ces profondeurs sans être stressé. Et je me demande, quand tu remontes, quand tu es à 100 mètres par exemple, quand tu remontes, est-ce que tu dois faire des paliers? Parce qu'on entend souvent qu'il faut faire des paliers et pas remonter trop vite, ou tu remontes d'un coup? Non, alors il n'y a pas de palier en apnée. On descend, on remonte. Il n'y a pas ce problème de décompression, un peu moins qu'en plongée. En plongée bouteille, c'est différent parce que tu respires un gaz qui est compressé. Donc forcément, c'est comme une bouteille de coca ou
de champagne, tu compresses l'air dans le liquide. Donc forcément, l'air vient se dissoudre en microbules dans le sang. Et quand on remonte, il y a un effet dilatation. Le gaz reprend sa forme initiale. C'est là où il peut y avoir des accidents. Donc en apnée, on est moins sujet à ça. On est plus sujet à éviter de répéter les plongées profondes. Voilà. Ouais. Par exemple, si je plonge à 100 mètres, je vais éviter d'en faire plus de 4 dans la semaine. Je sais que au-delà de 4, tu commences déjà à cumuler pas mal de gaz. Donc ça, c'est l'azote qui a un effet. Ouais. Et pareil pour la narcose, c'est le même gaz. Ouais, et tu as déjà fait t'as déjà eu un accident pendant que tu faisais une apnée ou... Alors, sur 2 entraînements, ouais, j'ai eu des soucis techniques, mais au final, c'était infime par rapport à tout ce qu'il pourrait y avoir. Non, les soucis que j'ai eu en compétition, il y a eu 2 compétitions suite à un manque de confiance en moi, de perte de repères aussi, d'hypoglycémie. J'ai fait une syncope surface. Une perte de conscience momentanée liée au manque de flux sanguin, de sucre et d'oxygène, qui fait que tu invalides ta performance. Donc, je suis arrivé en surface, je ventilais, mais on a 15 secondes pour faire un protocole en surface et valider auprès des juges. Et à ce moment-là, si tu veux, j'ai pas réussi à tenir ma concentration et pouf. Donc ça, c'est quelque chose qu'on évite à tout prix, puisque forcément, l'esprit le mémorise. Alors, pour éclairer un petit peu la plupart des gens, il faut savoir que le câble est toujours le câble sur lequel on plonge est toujours relié à la surface avec un système de sécurité par un protocole de sécurité d'évacuation en cas de souci. Et on est longé le long de cette ligne. Et cette ligne est programmée, elle est paramétrée à une profondeur qu'on a annoncée. Donc on ne s'élance pas sur un câble comme ça à l'aveuglette. Tiens, je tourne. Voilà. On nous règle la profondeur, on descend sur la profondeur et on remonte. On ne peut pas aller plus loin en tout cas. Ouais. Je précise parce que certains peuvent croire qu'on est des fous, on descend comme ça en freestyle. Ouais, c'est vrai que ce serait un peu quand même dangereux. C'est pas possible. C'est pas quand remonter et tout ça. Mais est-ce que tu as déjà fait, sûrement que tu as déjà fait, mais un record sur l'apnée, mais plus statique, quoi, en piscine? Une apnée normale, quoi, si Ouais. je peux dire. Je sais pas, je me suis pas vraiment testé sur une perf max, mais j'évalue ma capacité à 7,30, je pense. Rien que ça, quoi. Entre 7 et 7,30, je sais pas, ouais. 7,30. En tout cas, j'ai bien augmenté mes apnées depuis quelques mois. J'ai beaucoup travaillé. Et tu donnerais quoi à, par exemple, des personnes qui veulent, qui veulent faire de l'apnée pour s'amuser un peu? Quels conseils pour progresser et tenir plus longtemps? Le premier, c'est déjà de s'entourer, d'aller voir un moniteur, un instructeur ou d'intégrer un club. Mais c'est vraiment important parce que c'est pas un sport où on peut évoluer en freestyle. Je l'ai fait et je peux vous assurer, il faut vraiment pas le faire. Je me suis blessé, j'ai freiné mes progressions, je me suis à un moment donné niqué les poumons. Donc voilà, vraiment, c'est un sport qui est safe à partir du moment où il est encadré. Ouais. Et là, tu en parlais tantôt, mais je m'intéresse quand même pas mal aussi à tout ce qui est méditation, développement personnel et tout ça. Et j'aimerais bien savoir ce que la méditation plus particulièrement, ou la relaxation, même la visualisation, je suppose que tu en fais aussi, ce que ça t'a apporté dans ta vie de tous les jours. Ouais, c'est le cœur en fait de l'apnée. Pour moi, c'est un moyen. L'apnée, le sport ou dans n'importe quel autre sport, n'importe quel sport, c'est un moyen d'évoluer vers soi. À partir du moment où on plonge dans les profondeurs, on plonge aussi dans les profondeurs de soi. Donc, on va justement travailler sur le lâcher-prise, sur ce qui se passe à l'intérieur, sur notre propre corps, sur notre lâcher-prise. Donc, à partir du moment où on travaille la pleine conscience et la méditation, forcément, dans tout ce qui va se passer dans notre vie, ça va être un changement incroyable. On va développer notre intuition, parce que le fait d'être plus concentré sur ce qui se passe autour de nous, on va développer une capacité à gérer les émotions, à se gérer soi. Et en fait, dans la vie de tous les jours, forcément, on va développer ses capacités intuitives. On va développer ses capacités à lâcher prise, à moins être dans le stress, puisque le stress est une génération du mental qui va se projeter. Or, il n'y a pas besoin de se projeter, puisqu'à partir du moment où on fait les choses dans le présent, elles vont concrétiser quelque chose et un résultat par la suite. Si on se focalise trop sur les résultats, on se détache de notre objectif qui est au final d'arriver à faire les choses bien,
dans l'instant présent. Mhm. Si on est tout le temps dans le futur, on est dans un rêve, on se projette dans un rêve, mais on ne met pas les choses en application. Ouais. Et c'est bien le mental et de mentaliser certaines choses, mais au final, c'est 2%. Ça doit être 2% de ce que l'on fait dans la vie de tous les jours. Or, pour le commun des mortels, on est plutôt dans 98-97% de notre temps. Ouais. On passe à des pensées futiles et pas à des choses réellement concrètes. Donc, ça veut dire se recentrer, s'habituer à faire ça. Et ce n'est pas en faisant de la méditation, 1 heure le cul posé sur un rocher, comme je le dis souvent. C'est plus de faire ça en faisant couler le café, en allant cuisiner, en coupant ses légumes, en allant prendre une douche. Essayer de ressentir les choses et de vivre pleinement l'instant. Mhm. Écouter les sons, se balader dans la rue, prendre sa voiture, tout ça et d'essayer de le faire au maximum en pleine conscience. Du coup, toi, tu utilises beaucoup cette pleine conscience au quotidien et ça t'aide justement. Assez, jamais assez. Jamais assez. Mais ça t'a aidé dans ton domaine, quoi. Ah, mais ça a changé ma vie, ouais, clairement, Ouais. 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 Ouais, c'est vrai que ça a changé ta vie sur le plan ouais, de la vie quotidienne, plus l'apnée encore plus, quoi. Ouais. Et une petite question assez originale, mais est-ce que tu te sens mieux sur Terre ou dans l'eau? Les deux sont complémentaires. Non, vraiment. Je suis bien dans l'eau, je suis bien aussi en surface. En plus, je suis dans une région de montagne. Alors, t'imagines, Ouais, ouais, c'est moi, il faut que j'ai les deux. Il faut que j'ai la notion de verticalité. Par contre, ouais, je l'ai bien. ouais, C'est clair. Soit ça monte, soit ça descend. Mais ouais, voilà. je suis rarement entre les deux, à part sur le plat en vélo. Et je me demandais, enfin, j'ai vu une de tes vidéos où tu nages un peu avec enfin, les requins et tout ça. Est-ce que tu as déjà nagé avec des requins blancs ou des Ah, requin requins? blanc, non. Non, non, j'ai fait requin marteau, requin gris, requin nourrice. Euh, mais pas requin blanc ni requin tigre. Peut-être un jour, pourquoi pas. Et t'as pas des appréhensions quand tu nages aussi près d'eux? Les appréhensions, elles sont créées avec la télé, avec les Ouais, images, mais on aime bien se faire peur. L'humain, il s'est construit là-dessus, il s'est construit sur les films, il s'est construit sur les images. Ça, c'est comme le Covid, tu vois. On aime bien nourrir la peur à travers des choses. Et je pense qu'à partir du moment où on a en adéquation avec surtout ses propres valeurs, ses intentions et puis une ouverture d'esprit et culture, on s'aperçoit qu'au final, ils sont loin d'être dangereux. Mis à part si on les cherche vraiment et qu'on recherche l'adrénaline, à ce moment-là, oui, ils peuvent aller nous la provoquer. Pareil, si on planche tout le temps avec des requins et qu'on n'écoute pas suffisamment les consignes de sécurité, on va aller au risque qu'il nous arrive quelque chose. Mais c'est comme tout, je pense que c'est une question de modération, d'intelligence et arrêter de mettre tout sur le dos des requins parce qu'il y a vraiment une méconnaissance ouais, totale du requin et ce qui fait que ça engendre de la haine et que ce soit comme à La Réunion ou autre, où en fait on n'a pas une objectivité. On n'a pas d'objectivité en fait, parce que nous on est humains et on s'approprie le terrain. ouais. Et après on va à la mer et on veut que la mer nous appartienne. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, Hélas, nous on est plutôt les intrus parce qu'on est arrivé déjà très tard. Hein. Mm. Il y a des animaux qui sont beaucoup plus vieux que nous. Et je pense que c'est nous qui devons nous remettre en question sur le terrain de jeu. Ouais, c'est vrai. Et j'aimerais avoir ton avis un peu sur le talent. J'aimerais que tu me dises si tu penses que ça existe, si c'est suffisant pour percer, entre guillemets. J'aimerais un peu ton avis là-dessus. Moi, je pense que non, parce que c'est une question d'équilibre. L'équilibre, elle est faite de ton éducation, de certes, sûrement peut-être un peu de génétique, un peu d'adaptation, beaucoup d'entraînement. Et au final, c'est comment tu vas te construire en tant qu'athlète pour arriver à un objectif ou une finalité. Mhm. Et quelle est la détermination à long terme que tu vas être capable de mettre pour arriver à tes objectifs. En fait, c'est beaucoup de patience et de détermination. Et même si on n'a pas forcément des adaptations qu'ont pu avoir certains, il est quand même possible d'arriver à des objectifs très importants. Voilà, moi, je ne suis pas très grand. Je suis 1m76, 1m77. J'ai pas des grands bras ou des grandes jambes. Pourtant, je me suis mis à la brasse et j'arrive sur un niveau qui est vraiment ultra intéressant.
Au début, j'ai commencé, je faisais les mêmes apnées que tout le monde. Il a fallu des années pour que j'arrive vraiment à m'adapter. Je n'ai pas eu l'apnée facile comme certains ont eu parce qu'il c'est vrai qu'ils ont un métabolisme qui est plus adapté. Mais au final aussi, je pense que c'est ma détermination qui a compensé. Voilà, j'ai mis plus de 15 ans, 10 ans à vraiment bosser comme un fou pour arriver à là où j'en suis actuellement. D'autres arrivent plus vite, mais des fois arrêtent plus vite aussi. Ouais. Ils font 2, 3 ans, ils arrêtent, ils se démotivent et ils font autre chose. Mhm. Après, tu peux avoir des gars qui sont comme des Martin Fourcade, des Kylian Jornet, où eux, ils ont commencé tôt, ils ont eu les bonnes adaptations et en même temps le mental, et tout était réuni. Ouais. Mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Et je trouve que dans notre société, il y a quand même pas mal de personnes qui ont des objectifs et des rêves, mais ils n'osent pas un peu les réaliser parce que ils ont peur d'échouer, etc. Et du coup, ils se dirigent plus vers la sécurité. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais à ces personnes pour justement qu'elles osent tout donner pour réaliser leurs rêves. C'est simple. La vie, en fait, c'est sortir de sa zone de confort. Si on reste dans sa zone de confort, on n'en bougera pas et il n'y aura rien qui évoluera. Donc, à partir du moment où on sort de sa zone de confort, on habitue son corps à sortir de sa zone, on va s'éveiller. C'est pour ça que autant faire de l'eau froide, faire des bains d'eau froide, faire aller des excursions en forêt, aller explorer à la Maïcorne, il faut aller chercher la nature, il faut aller se chercher à l'intérieur, aller pousser aussi les portes de l'extrême parce que c'est pas de jouer avec la mort, non, pas du tout. C'est juste justement de savoir qu'est-ce que la vie. À partir du moment où on se reconnecte à la nature, on se reconnecte à notre soi profond, c'est que quand on sort de sa zone de confort qu'on arrive à comprendre réellement de quoi on est foutu. Et c'est là où en se connaissant, en sortant de sa zone, on se dit putain, mais en fait, je suis capable. Et là, vous allez créer des intentions, vous allez créer des actions qui vont être en adéquation avec vos capacités émotionnelles et mentales. Et à ce moment-là, tout est possible. Mais oui, évidemment, sortir de sa zone de confort et en fait, supprimer les peurs. Mais en fait, les peurs, c'est quoi? C'est une projection du mental. Donc, on en revient toujours à revenir dans l'instant présent. Si on développe la méditation et qu'on sort de sa zone de confort, on est dans le juste. Et là, il peut nous arriver que des choses exceptionnelles. Ouais, c'est vrai. Et j'aimerais savoir, avec toute l'expérience que tu as apprise, que tu as appris tout au long de ta carrière et ton enfance jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens? Ça, ce qu'on vient de dire, justement, d'arriver à considérer que l'information n'est pas à l'extérieur. L'information, elle est à l'intérieur de soi. Et il faut aller la chercher par soi-même. Si on attend qu'on nous la donne, malheureusement, on se détache de notre capacité à évoluer et à créer des choses. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens influencés par les médias, par les réseaux sociaux, par tout ça, et qui se prêtent un jugement, qui créent un jugement, qui pensent avoir raison. Mais en fait, c'est une création du système dans lequel ils vivent, mais ça ne leur appartient pas. Et si vraiment on veut être en adéquation avec ça, il faut aller plutôt chercher à l'intérieur ses capacités intuitives. Et c'est ces capacités intuitives qui vont vraiment nous amener vers le juste. Après, faire le tri entre le mental et l'intuition, c'est toujours quelque chose d'assez fort. Mais généralement, l'intuition arrive toujours en premier. C'est le premier truc qui nous arrive dans la tête. Et là, on est plutôt dans le juste et on est moins dans la mentalisation. Donc, couper le mental, développer son intuition, sa pleine conscience et découvrir qui nous sommes à l'intérieur plutôt que d'essayer de chercher à comprendre les autres. Ouais. Du coup, vraiment écouter que soi et pas les médias ou même notre entourage qui parfois… C'est en écoutant soi-même qu'on va pouvoir écouter les autres. C'est en s'aimant soi-même qu'on va pouvoir aimer les autres. Ouais. Si on essaye d'aimer les autres pour s'aimer soi, malheureusement, ouais. ça casse et ça fait mal. Et là, on parle des relations de couple, mais clairement, c'est ça, on l'a tous vécu. Moi de même, je me suis pris des ratasses dans la tête, mais c'est grâce à ça qu'on évolue. Mais clairement, là où j'ai le plus appris, c'est en m'occupant de moi et de ce qui se passe à l'intérieur. Et derrière, pouf, ça s'est envolé. Et puis les relations humaines sont plus les mêmes aussi à côté, quoi. Ouais. Et ma dernière question serait tout simplement tes objectifs futurs.
Alors, mes objectifs futurs, là, à court terme, continuer à m'entraîner sérieusement parce que là, ça marche très bien. Je progresse, donc je suis super content. Tester ça en octobre-novembre, sans compétition. Donc, ça sera une saison blanche pour moi. Au final, c'est pas plus mal. Donc, ça me permettra de m'évaluer sur mes capacités. Et projet vidéo avec Mathias Lopez, mon caméraman, on va justement faire une web série qui va regrouper ces 3 éléments, l'environnement, l'apnée et la pleine conscience. Donc, j'espère que ça va pouvoir se faire dans les mois qui viennent. Et l'année prochaine, un circuit compétitif, ça on verra. Pour moi, c'est encore loin. Ce qui est le plus intéressant déjà, c'est maintenant, je m'éclate. C'est toutes les questions que j'avais pour toi. Franchement, encore merci d'avoir pris ce temps-là et tout. C'est vraiment cool. Avec plaisir. À Ça fait plus. un Ciao, ciao.